Cette présentation s'appelle donc S'organiser avec le cours d'anglais, sous-titre Se discipliner pour apprendre et réussir. Alors la situation de départ en anglais, je pense qu'il y a deux vérités à reconnaître. D'abord, le fait que les langues demandent du travail, et ensuite le fait que notre environnement, généralement, nous dessert. Alors évidemment, les langues demandent du travail, c'est un secret pour personne, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous ai mis des estimations sur les niveaux européens, ce sont des estimations réalisées par Cambridge. Alors pour atteindre un niveau A2, il faut environ 200 heures de travail en anglais en salle de classe, B1 environ 400 heures, B2 600 heures, C1 800 heures et C2 1200 heures. Tout ça c'est du cumulatif, donc si demain vous partiez d'un niveau 0 en anglais, il vous faudrait au total environ 1200 heures pour atteindre le niveau C2. Si on présente les chiffres sous une autre forme, ça revient à dire que pour atteindre un niveau C1 en l'espace d'un an, il vous faudrait 2 heures de cours par jour. C'est un bel objectif parce que quand vous avez un niveau C1, vous pouvez facilement travailler dans la langue. On voit aussi qu'il y a une grosse différence entre le niveau C1 et le niveau C2. En général, il vous faut 200 heures pour passer d'un niveau au suivant. Et entre C1 et C2, l'estimation est de 400 heures. En somme, passer de C1 à C2, c'est du perfectionnement avant tout. Ça mérite d'être fait, je pense, parce que l'anglais est une langue qui mérite d'être maîtrisée. Mais pour vraiment faire énormément de choses avec un niveau C1, déjà, vous êtes bien avancé. C'est un bel accomplissement. Ensuite, parler réellement anglais, ça signifie connaître des dizaines de sons, qui n'existent pas forcément en français, et des milliers de mots et d'expressions pour être capable de tout comprendre et pouvoir exprimer toutes les idées qu'on a en tête. Au final, les langues vivantes, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elles sont monstrueuses, tentaculaires, c'est tout simplement énorme. Et la question par rapport à ces milliers de mots et expressions, c'est par où on commence et de quel outil on dispose pour suivre quels mots on connaît et quels mots on ne connaît pas. Il y a énormément de travail à faire sur le sujet. Et enfin, même si vous y passez des centaines d'heures, même si vous essayez d'aborder ces 1000 mots et expressions, au final, si vous n'êtes pas régulier, vous ne pouvez pas obtenir du résultat. C'est dû au fonctionnement naturel de la mémoire. Mémoriser, ça signifie répéter une information dans le temps. S'il se passe un intervalle de temps trop important entre un moment où vous voyez une information et un moment où vous la révisez, vous allez oublier. Votre mémoire va s'amoindrir, elle va s'affaiblir jusqu'à être quasiment nulle. Ça signifie, un conseil pratique tout simple, c'est qu'il vaut mieux répartir 3 heures de travail dans la semaine, en session de 20 minutes environ. Ça aura un impact visible, ce ne sera pas un impact énorme, 3 heures d'anglais dans la semaine, c'est pas énorme, mais c'est suffisant quand même pour progresser un petit peu chaque jour. Il vaut mieux faire ça plutôt que de faire un bloc de 3 heures d'anglais une fois dans la semaine, parce qu'à ce moment-là, ça n'aurait aucun impact. Dans les deux cas, vous mettez autant de temps, mais dans un cas, vous avez des progrès, et dans l'autre, vous n'avez rien du tout. Donc les langues demandent beaucoup de travail, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, il faut apprendre à la gérer. Et d'un autre côté, notre environnement, typiquement, il ne nous sert pas à apprendre. La première situation qui joue contre nous, c'est que typiquement, la plupart d'entre nous, nous vivons dans un environnement monolingue francophone. La solution pour ça, c'est de se créer une bulle d'immersion. C'est ce dont je parle dans mon premier livre, Devenir bilingue en anglais. Et c'est faisable dans énormément de langues, mais surtout en anglais, parce que l'anglais produit énormément de choses, énormément de contenu. Voilà, donc c'est un des avantages, mais c'est le plus gérable de tous, certainement. Ensuite, quelque chose d'autre qui joue contre nous, c'est qu'en général, on manque de temps. Nous avons tous des journées trop remplies, on travaille trop, on passe trop de temps dans les transports. Et voilà, face à ça, c'est dur de trouver du temps pour avancer sur nos projets personnels. Alors la solution par rapport à ça, c'est d'une part de forcer les choses, il faut se créer du temps. Il ne s'agit pas juste de le chercher, c'est un petit peu comme d'économiser. Si on attend la fin du mois pour mettre de l'argent de côté par rapport à ce qu'il reste sur le compte, ce sera beaucoup moins efficace que de consacrer chaque mois un budget précis pour épargner. Donc c'est la même chose pour le temps. Si vous ne créez pas des fenêtres de temps juste pour faire de l'anglais, ça va être très dur d'avancer. Donc il faut forcer les choses. Et à côté de ça, on peut aussi apprendre à mieux gérer notre temps. Enfin, le dernier problème, c'est un petit peu le mal du siècle. C'est un problème assez récent. Et on n'est pas forcément tous équipés pour le gérer. C'est le fait que les distractions sont partout.
C'est pas juste la télévision ou la société de consommation dans son ensemble, c'est Internet et les téléphones. Au final, Internet et les communications, c'est une opportunité énorme. Ça n'a jamais été possible jusqu'ici d'apprendre comme on peut le faire à notre époque. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, vous pouvez tout apprendre sur Internet quasiment. Surtout en anglais, parce que vous avez 6 fois plus de ressources. Voilà, on peut tout apprendre, mais Internet, c'est pas juste de l'éducation, c'est aussi beaucoup de distractions. À commencer par Facebook peut-être, mais on peut en citer d'autres, que ce soit les vidéos rigolotes, on pourrait citer les sites pornographiques même. Voilà, les publicités. Internet, c'est pas que de l'éducation. Et la question, c'est comment on fait pour gérer toutes ces distractions? Comment on fait pour pas faire du multitâche tout le temps? Parce que le problème de tout ça, c'est que ça nous empêche de faire les choses en profondeur. Et ces distractions, non seulement elles sont sur l'ordinateur, ce qui est souvent notre lieu de travail, l'ordinateur, mais elles sont aussi sur le téléphone qu'on emporte partout. Et ça veut dire que n'importe qui peut venir nous interrompre, soit par un SMS, soit par un appel. Et dans le même temps, on peut s'autodistraire en se mettant à naviguer sur Internet sur notre téléphone. Bref, le problème de tout ça, c'est que ça empêche de faire les choses en profondeur. Ça nous crée énormément d'interruptions. Et toutes ces interruptions-là, elles ont un coût. Ça nous empêche d'avancer sur nos projets. La solution à ça, elle est assez simple en fait. Par contre, il faut de la discipline pour ça. La solution pour ça, c'est de se couper des interruptions en se créant des blocs de temps ininterrompus. C'est-à-dire que pendant un temps déterminé, votre famille n'a pas le droit de vous interrompre, votre téléphone est coupé, sur votre ordinateur, toutes les fenêtres inutiles sont fermées, et vous vous concentrez uniquement sur une tâche bien définie. Et c'est comme ça que vous êtes capable d'aller en profondeur et de vraiment apprendre les choses. On a vu tout à l'heure le nombre d'heures qui est nécessaire pour apprendre l'anglais, mais on n'est pas tous égaux face à ce nombre d'heures, parce que la question est à quel point on est concentré. Si on fait le clown au fond de la classe, ou si on est totalement concentré par le sujet qu'on étudie, forcément les résultats ne seront pas les mêmes. Alors, si c'était pas clair jusqu'ici, au final, le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve face à un défi. On a des langues qui sont gigantesques, qui demandent beaucoup de travail, qui demandent de la régularité, et on est dans un environnement qui ne nous aide pas vraiment à apprendre de manière générale. Donc la seule réponse que j'ai par rapport à ça, c'est d'apprendre à s'organiser. Alors pour ça, je vois deux parties. D'abord, les cours d'anglais, comme support pour organiser nos efforts. Et puis ensuite, le fait d'avoir une certaine discipline personnelle, on peut appeler ça l'autodiscipline, pour produire du résultat. Je vais commencer par les cours d'anglais. Alors les cours d'anglais, ils nous servent à plusieurs choses. D'abord, ils nous disent sur quoi nous concentrer. C'est important de savoir distinguer entre ce qui est important et ce qui l'est beaucoup moins. Un exemple tout simple, c'est si vous vous embêtez à essayer d'apprendre un mot qui va vous servir une fois dans le mois, alors que vous ne maîtrisez pas encore des mots qui vont vous servir tous les jours, il y a une perte de temps. Il y a une certaine progression logique. Quand on apprend une langue, c'est vrai au niveau du vocabulaire, les mots les plus importants en premier. C'est vrai au niveau de la grammaire aussi, ça ne sert à rien d'essayer de maîtriser une structure de grammaire compliquée quand on ne maîtrise pas les structures de grammaire plus simples. Un exemple concret, c'est quand dans une méthode de langue, vous avez une phrase à rallonge, alors que vous ne comprenez pas encore, alors que vous n'êtes pas encore capable de prononcer de manière fluide, la même phrase sous forme simplifiée. En général, toutes les phrases à rallonge, on peut les simplifier, on peut enlever des adjectifs, des adverbes et différentes parties qui ne servent à rien, on peut décomposer une phrase longue en deux phrases simples, plein de choses comme ça. Et donc, la différence entre les bonnes méthodes et les mauvaises méthodes à ce niveau-là, c'est que les bonnes méthodes avancent de manière progressive, histoire de construire sur des bases solides à chaque fois. À chaque fois, vous travaillez sur un élément que vous êtes capable de maîtriser, et puis, de fil en aiguille, de jour en jour ou de semaine en semaine, vous construisez sur ces bases-là pour faire quelque chose de plus en plus complexe. Une autre partie, par rapport à ça, sur les cours d'anglais, c'est que les cours d'anglais, ça nous aide à mieux comprendre. Je dirais que la clé de la compréhension, c'est le morcellement. En anglais, on appelle ça le chunking. J'en ai déjà parlé lors des conférences au mois de janvier. L'idée de base ici, c'est que face à tout sujet ou tout problème, vous pouvez le décomposer et le redécomposer, et ainsi de suite, pour, au lieu d'avoir un sujet énorme et dur à gérer, des parties, des sous-parties, jusqu'à arriver à des éléments digestes. Donc si je prends l'exemple des langues vivantes, par exemple, on peut décomposer ça en phonétique, vocabulaire, grammaire.
Ensuite, si on prend la phonétique, on peut la décomposer par exemple en intonation, articulation, accentuation. Sur l'intonation, on peut zoomer sur l'intonation pour voir les différents types d'intonation et à quoi elles servent, jusqu'à arriver vraiment à des éléments bien précis. C'est comme une liste à puces, si vous voulez, avec plein de niveaux et sous-niveaux, ou comme un arbre, une arborescence, qui va de l'élément le plus large et le plus lourd à des éléments plus fins et plus faciles à appréhender. Notre avantage, évidemment, quand je dis que les cours d'anglais aident à mieux comprendre, c'est que tout simplement bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, forcément, ça permet d'aller plus vite. Ensuite, les cours d'anglais, à quoi ça nous sert aussi? Ça nous sert à avoir des ressources à disposition pour travailler. Alors, je vous donne un contre-exemple que j'ai vécu avec le russe. Quand je me suis mis au russe, je savais que la prononciation c'était important, non seulement parce que la prononciation n'est pas évidente en russe, mais aussi parce que le russe s'écrit pas comme il se prononce. Et enfin et surtout parce que j'avais fait l'effet de ce problème-là en anglais, où apprendre d'abord sans connaître la prononciation correcte de l'anglais m'avait amené à développer plein de mauvaises habitudes. Donc en fait, je voulais pas commettre la même erreur, je voulais soigner la prononciation dès le début. Et le problème, c'est que les informations sur la phonétique du russe n'étaient pas forcément très disponibles, ou quand il y en avait, en général, ça manquait d'exemples à écouter, ou de transcription phonétique. Donc j'ai passé au final beaucoup plus de temps à chercher des informations sur la phonétique russe, plutôt qu'à la pratiquer. C'est là vraiment que c'est une perte de temps énorme, parce que si vous passez plus de temps à chercher l'information plutôt qu'à la pratiquer, voilà, niveau efficacité, c'est pas nul, mais ça va vraiment pas vite. Et donc, l'avantage des cours d'anglais, c'est que ça vous permet d'avoir tout sous la main pour vous lancer dans le cœur du sujet, pour vraiment apprendre de l'anglais, plutôt que de chercher la réponse à vos questions. Et enfin, un dernier point que doit permettre un cours d'anglais, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, c'est de vous apprendre à faire les choses. C'est-à-dire vous enseigner à faire les choses d'un point de vue pratique et pas seulement théorique. Vraiment savoir, vraiment connaître un sujet, vraiment le maîtriser, c'est savoir faire les choses, c'est pas juste savoir d'un point de vue intellectuel. Alors pour ça, pour assimiler les choses, il s'agit de prioriser la pratique. Dans l'idéal, on pratiquerait avec des natifs pour échanger, pour se renvoyer la balle, pour vérifier qu'on ait bien compris, pour vérifier qu'ils nous comprennent bien, et évidemment, c'est un très bon moyen de pratiquer. Ensuite, la réalité est qu'on n'a pas forcément à disposition des natifs comme ça pour s'entraîner. Donc la meilleure alternative, c'est de vous entraîner avec des exemples. Le but, c'est de voir beaucoup d'exemples pour vous les approprier, pour déjà bien les comprendre, et ensuite les répéter de manière fluide. On pense souvent qu'apprendre l'anglais, c'est quelque chose d'intellectuel, et c'est vrai jusqu'à un certain degré, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi très physique d'apprendre l'anglais. Il s'agit de savoir comment prononcer, de savoir réagir à une situation donnée. C'est davantage comme un sport ou comme un instrument de musique, c'est pas juste lire un livre. On n'apprend pas l'anglais juste en lisant un livre passivement. Il s'agit de s'approprier la langue en la parlant, même si c'est juste s'entraîner chez soi, tout seul, face au miroir ou face à l'ordinateur. Il s'agit de la parler pour que les mots, au final, flottent dans notre bouche, que ce soit naturel, et aussi pour être capable à réagir à plein de situations différentes. Tout comme un bon musicien est capable d'improviser ou de jouer dans différentes situations, bien parler anglais, ça signifie être capable de faire face à différentes situations, et pour ça, il s'agit de s'entraîner, de se mettre en situation pour savoir répondre à tout ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous parlez avec des amis, vous allez pouvoir utiliser des mots d'argot plutôt que de parler comme un livre. Si vous avez un entretien pour un travail, vous devez pouvoir vous présenter de manière sérieuse, intéressante, vendeuse même. C'est le principe des entretiens d'embauche. Et donc tout ça, ce sont différentes situations auxquelles il s'agit de répondre rapidement. S'il vous faut plusieurs minutes pour vous préparer à répondre à la personne en face de vous, ça ne va pas suffire. C'est en ça que c'est comme un sport. Tac, 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 il faut que les choses aillent vite. Donc voilà, l'idée derrière des cours d'anglais, c'est d'avoir un support pour nous aider à organiser nos efforts pour avancer de manière efficace. Ensuite, les cours d'anglais sont utiles parce qu'ils nous fournissent l'information dont on a besoin pour avancer, étudier la langue et se l'approprier. Mais c'est pas tout. C'est pas tout d'avoir l'information à disposition. Il faut aussi avoir la discipline pour se l'approprier. Est-ce que vous avez un comportement qui vous permet d'apprendre un petit peu d'anglais chaque jour pour acquérir la langue un petit peu chaque jour? On l'a vu, une langue c'est énorme, donc ça va se jouer sur le long terme. Et souvent, quand on voit que les choses prennent du temps, on a tendance à se décourager, on aimerait bien avoir des résultats immédiats. Donc, est-ce que vous avez la discipline
ou bien les rituels, les routines, les habitudes. Est-ce que vous avez tout ça en place pour pouvoir apprendre l'anglais chaque jour? Alors, pour terminer, voyons un petit récapitulatif. Comment faire de l'anglais tous les jours et être certain de progresser? Alors pour ça, je vous conseille fortement d'employer une approche complète. Il y a beaucoup de choses différentes à travailler en anglais et ça permet de distinguer différents modèles. C'est comme une checklist pour savoir de quoi on a besoin. En anglais, on a besoin d'étudier la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. L'erreur du système scolaire, c'est de trop insister sur le vocabulaire et la grammaire et de négliger la phonétique. Alors négliger la phonétique, ça veut dire que soit on n'en fait pas du tout, on parle jamais de prononciation, d'articulation, d'intonation, de rythme, soit d'en faire très peu, genre 1 heure dans l'année. Moi, pour faire de la phonétique, il a fallu que j'attende l'université, ce qui est totalement absurde parce que la phonétique, c'est la base pour apprendre comment prononcer l'anglais, pour savoir quels sons existent, savoir comment les prononcer, les articuler. Et ne jamais en faire, c'est juste absurde. C'est comme si on faisait du sport et qu'on étudiait le sport et on n'en faisait jamais. Eh bien, la phonétique, c'est savoir prononcer. Et on a besoin de l'apprendre, on a besoin de s'entraîner. Et parce qu'on n'est pas un enfant, une sorte de carte vierge comme l'est un enfant en bas âge, on a besoin d'étudier ça aussi pour apprendre à distinguer ce qui est différent en anglais et en français. Et en apprenant à comparer les deux, comme ça aide à s'habituer bien au son de l'anglais. Conseil d'étudier les trois. Et quand vous étudiez la phonétique, assurez-vous de le faire avec toujours des ressources audio pour vous illustrer ce que vous apprenez. Une autre manière de décomposer l'anglais, c'est d'observer qu'il y a 4 activités différentes à pratiquer. L'écoute, le fait de parler, la lecture et le fait d'écrire. Alors ces 4 activités suffisamment différentes. Écouter, donc notamment pour savoir entendre et distinguer ce qu'on écoute, ce qui veut dire reconnaître les sons typiquement anglais, on en revient à la phonétique, ce qui veut dire aussi savoir comprendre quand les gens parlent rapidement ou quand différentes personnes de différents accents parlent. L'écoute est vraiment importante et souvent c'est quelque chose qui vous pose problème, pas forcément parce que c'est dur, mais par manque de pratique et aussi par manque de phonétique. La phonétique aide énormément à progresser en écoute. Ensuite, il y a le fait de parler, c'est aussi quelque chose qui pose souvent problème, parce que l'expression et la compréhension orale de manière générale vous posent problème. Alors parler, c'est la même chose. C'est pas que c'est particulièrement difficile en anglais, c'est juste qu'on manque de pratique. Et la pratique va nous permettre de nous habituer au fait d'avoir des sons étrangers dans la bouche. Encore une fois, de s'en servir, de les articuler. S'entraîner à parler, ça veut aussi dire trouver ces mots rapidement. Quand on écrit, par exemple, on a le temps de réfléchir, mais quand on parle, tout va beaucoup plus vite. Et donc voilà, c'est comme un muscle qu'on a besoin de travailler. Alors comment on peut le travailler? On peut le travailler en répétant, en imitant, bien sûr en rencontrant des personnes aussi. Mais souvent, avant de rencontrer du monde, on voudra se préparer chez soi ou avec un prof pour accumuler un petit peu de pratique, d'entraînement, avant de parler avec des personnes dans des contextes, dans des situations normales, habituelles du quotidien. On voudra aussi lire. Alors évidemment parce qu'on voudra être capable de décoder le texte écrit. Lire, on le fait beaucoup à l'école en cours d'anglais, mais on voudra aussi lire pour apprendre à développer son vocabulaire, parce que la lecture, notamment la lecture de romans, est sans doute le meilleur moyen d'enrichir son vocabulaire. Lire des ouvrages spécialisés dans son domaine aidera aussi évidemment à acquérir du vocabulaire spécialisé qui nous sera utile, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Et puis, on voudra aussi s'entraîner à écrire, en plus des 3 premiers, parce que quand on écrit, on a le temps de réfléchir, et le fait d'avoir le temps de réfléchir nous permet de mieux nous exprimer que quand on parle. Le fait d'écrire aussi, ce temps supplémentaire, ça nous permet d'analyser ce qu'on fait, de vérifier que la grammaire est correcte. Si vous voulez progresser en expression, écrivez. Si vous voulez progresser en grammaire, écrivez aussi. Et puis enfin, un dernier point sur lequel on voudra travailler, qui est souvent négligé, c'est le fait de répéter. Répéter, 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 jusqu'à atteindre la fluidité. Si vous voulez parler de manière fluide, répéter, c'est la clé. Si vous répétez plein de phrases différentes 1 ou 2 fois, il y a peu de chances que vous parliez de manière fluide. Par contre, si vous êtes capable de répéter les mêmes phrases qui vous servent tout le temps, si vous les répétez plein de fois, vous serez capable de vous en servir de manière très fluide sans avoir à y réfléchir. Si vous voulez parler rapidement et donner l'impression de parler couramment,
La répétition vous amènera à ça. Je vous donne un exemple. Quand je vivais en Hongrie pour la première fois, je connaissais très peu de choses en hongrois. Par contre, le peu de choses que je connaissais, je m'en servais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais des cours de hongrois, 2 fois dans la semaine, mais je rencontrais aussi énormément de monde. Je rencontrais des personnes quasiment tous les jours pour des échanges linguistiques ou juste pour discuter. Et eh bien, ces personnes que je rencontrais, au début, je leur racontais toujours la même histoire. Alors pourquoi raconter toujours la même histoire? Parce qu'on a besoin de raconter la même histoire pour briser la glace. C'est les mêmes questions qui reviennent. Dans mon cas, c'était qu'est-ce que je faisais en Hongrie, pourquoi j'apprenais le hongrois, et puis les sujets habituels pour briser la glace, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, ce genre de choses. Et donc au début, j'avais peut-être juste 2-3 sujets de conversation. Mais à force de les répéter avec plein de personnes différentes, eh bien, au tout début, j'étais lent et je cherchais mes mots. Ensuite, je cherchais moins mes mots, j'étais un peu plus rapide et je faisais moins de fautes, mais je racontais les choses quand même de manière très, très basique, très simple, avec des phrases simples. Et de fil en aiguille, à force de répéter, eh ben, j'étais capable d'enrichir l'histoire, de mieux raconter, de parler rapidement, de manière fluide, en ajoutant des détails intéressants. Et bien tout ça, c'est le pouvoir de la répétition. Si vous voulez gagner en confiance en vous en anglais, répétez. Enfin, une autre chose que je vous conseille pour vous aider à faire de l'anglais tous les jours, pour vous aider à vous y tenir et pour être certain de progresser, c'est de suivre une structure progressive. Ça veut dire apprendre les mots les plus courants, qui sont donc les mots les plus importants en premier. C'est la loi de Pareto. En anglais, et à vrai dire dans toutes les langues, les 20% de mots les plus courants sont utilisés 80% du temps. Ça veut dire que vous avez intérêt à vous concentrer sur les mots les plus courants parce que d'une part, ils vont vous servir et on veut apprendre des choses qui servent. Mais en plus, parce qu'ils sont tellement courants, vous allez les voir partout. C'est tellement plus utile que d'apprendre des mots rares qui vous servent jamais. Parce que si vous apprenez des mots rares alors que vous ne connaissez toujours pas les mots les plus courants, vous allez être bloqué. Les mots rares, vous allez sans doute les oublier. Et tant que vous ne maîtrisez pas les mots les plus courants, eh bien vous ne pourrez pas vous exprimer parce que c'est des mots essentiels. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Ensuite, pour la grammaire, eh ben, on peut faire la même chose. Apprenez les structures de grammaire les plus courantes en premier. Les plus courantes, encore une fois, sont les plus importantes. Ça veut dire différentes choses. C'est-à-dire que apprendre une structure de grammaire compliquée tant que vous ne connaissez pas la version plus simple de cette structure de grammaire, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a beaucoup de structures de grammaire qu'on va étudier à différents niveaux. Alors par exemple, peut-être que vous allez commencer à étudier une structure de grammaire au niveau A2, mais au niveau B1 et au niveau B2, vous devez encore approfondir cette structure de grammaire-là parce qu'elle a comme des cousins qui sont un peu plus durs à comprendre. Et évidemment, si on essaie d'assimiler les structures avancées tant qu'on n'a pas compris la forme simple, eh bien on perd son temps et il y a peu de chances de les comprendre. Revenir aux bases, c'est toujours utile dans un domaine, dans la plupart des domaines. Les bases, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Donc faites les choses dans l'ordre. Se mettre à disposition les contenus nécessaires. Alors la difficulté en anglais, c'est que la motivation souvent ne dure qu'un temps. Les débutants sont très motivés souvent, c'est excitant, c'est nouveau. Et puis ensuite on se rend compte que c'est beaucoup de travail et on perd la motivation. Et souvent on perd, je pense, la motivation pas juste parce que la motivation est temporaire, mais aussi parce qu'on manque d'organisation et on n'a pas tout à disposition. Si quand vous devez faire quelque chose, il faut chercher dans tous les coins quoi faire et vous ne savez pas exactement quoi faire, et ben entre le fait que les choses demandent du temps, soient dures, ou vous avez des emplois du temps surchargés, au final, s'il faut tout chercher, ça fait des frictions en trop, vous perdez trop de temps, et déjà vous allez faire trop peu d'anglais, et ensuite ça augmente les chances que vous abandonniez. Donc ayez tous les contenus à disposition, toute la grammaire à disposition, tout le vocabulaire à disposition, tout ce sur quoi vous voulez travailler à disposition, parce que ce serait beaucoup plus facile de vous y mettre et de vous y tenir. Et enfin, on a un peu évoqué ça avant, concentrez-vous sur la pratique pour savoir faire. Étudier, savoir ce qui existe, c'est pas suffisant. On a besoin de pratiquer, d'imiter, de répéter pour savoir faire. On a besoin de répéter l'anglais pour se l'approprier, pas juste de l'étudier en restant muet. Donc entraînez-vous à faire les choses, parce que c'est comme ça que vous saurez faire les choses. Répétez en imitant. Et en termes de discipline, ce que je vous conseille, c'est par exemple de faire 1 heure d'anglais tous les matins.
Si vous commencez la journée comme ça, si vous commencez la journée avec ce qui est le plus important pour vous, et ben la journée débute bien parce que vous avez fait quelque chose qui vous aide à progresser. Alors que si vous attendez la fin de journée, et ben en fin de journée on est fatigué, et on a moins de concentration, on a tendance à oublier les choses. Voilà, donc je vous conseille 1 heure d'anglais tous les matins par exemple. Si vous faites ça déjà, vous êtes sûr de progresser. Et puis ensuite des révisions tout au long de la journée pour pas perdre ce que vous avez étudié le matin, pour aider votre mémoire à mieux retenir. Et puis le soir, vous pouvez faire de l'anglais pour vous détendre. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de la chanson, des séries télé, des contenus plus légers. Et voilà, si vous répartissez l'anglais comme ça sur la journée, avec un moment bien concentré, des révisions et de quoi vous détendre en anglais, même si vous ne comprenez pas tout, hein, quand vous vous détendez en anglais, il n'y a pas besoin de tout comprendre. L'idée, c'est de baigner dans l'anglais pour observer l'anglais, pour l'assimiler. Eh bien, ça devrait vous aider à vous y tenir. Et surtout, en vous en tenant à un programme comme ça, vous êtes sûr de faire des progrès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment s'organiser avec une solution prête à l'emploi? J'ai travaillé pendant des années à une formation qui permet d'apprendre l'anglais de 0 à 5000 mots, de 0 à un niveau C1, même début C2. Ça s'appelle Click and Speak. Je vous mets le lien dans la vidéo. Vous pouvez visiter donc bilingueanglais.com/découvrez-click and speak avec un N. Regardez la page de présentation parce qu'il y a beaucoup d'informations sur comment choisir une formation d'anglais et de quoi vous avez besoin en anglais pour progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de faire de beaux progrès en anglais.